Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion ? C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Chaque semaine, je reçois des invités de tous horizons qui ont quitté une carrière tracée et confortable pour changer de vie. Ils nous racontent comment ils ont échangé leur stress quotidien contre succès, épanouissement personnel, indépendance, en choisissant de réaliser le projet qu'ils ont toujours eu au fond d'eux. Mon but, vous faire prendre conscience que tout est possible à qui ose et travaille. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Lucie. À 30 ans, elle a déjà eu plusieurs vies professionnelles. Après avoir revendu son entreprise de mode pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, Lucie accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à la création d'entreprises. Un sujet qui me parle, vous vous en doutez. Vous la connaissez sans doute sur Instagram sous le pseudo Pet Paillette. Si vous voulez saluer Lucie ou en savoir plus sur ses activités, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Poussée par sa famille, Lucie a d'abord fait une prépa maths sup, une école d'ingé, et est logiquement devenue ingénieure. Mais dès les premiers jours, elle ne se sent pas à sa place. Mais qu'est-ce que je fous là ? Rappelée par son école d'ingénieur, elle décide de redonner vie à un projet qu'elle avait réalisé lorsqu'elle était dans l'association étudiante, la location de robes de gala. Elle crée alors les petites robes. Vous allez voir, Lucie est une bombe d'optimiste et de bonne humeur. Alors avec Lucie, on a bien sûr évoqué son parcours, la pression familiale, le statut de chômeur dans la société, les étapes de la création d'une entreprise de mode, ses conseils pour devenir soi-même, capter le bonheur et comment faire accepter son nouveau soi auprès de son entourage. Bref, une grande leçon de vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Lucie. Bonjour Lucie, bienvenue dans le podcast Oser la reconversion. Je suis très contente de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Fervi, ça me fait super plaisir. Tu sais que j'adore faire ce type de contenu avec toi, donc franchement, trop contente. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton métier actuel ? Donc actuellement, moi je suis directrice opérationnelle de ce qu'on appelle les pépites. Donc c'est un pôle pour les étudiants entrepreneurs. Donc j'accompagne et je sensibilise pour le ministère de l'Enseignement supérieur les jeunes à la création d'entreprises. Donc alors du coup, tu es experte en création d'entreprise pour faire ce métier ? Alors, experte, je connais pas mal de choses, notamment moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est les questions études de marché, stratégie et marketing. Mais c'est vrai que il y a quelques notions que j'ai sur les autres sujets comme la finance ou le juridique. Mais en tout cas, ce que je fais principalement, c'est aussi transmettre cette envie de l'entrepreneuriat aux étudiants. Donc post-bac, tu vois, donc ça peut être du BTS jusqu'au doctorant. Donc dire que l'entrepreneuriat, c'est possible pour tout le monde, notamment pour les étudiants. Top, j'espère que tu vas pouvoir transmettre l'envie aux auditeurs d'oser la reconversion. J'espère. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours, ta première carrière, qu'est-ce qui t'a amené à faire ton premier métier, tes études Donc en fait, moi, mon premier métier, c'était ingénieur et notamment ingénieur en céramique industrielle. Donc tu vois, à des années-lumière de ce que je fais actuellement. Et j'ai vécu plusieurs vies entre deux. Donc en fait, après un bac S, j'ai fait une prépa, donc maths sup, maths spé. Alors très sincèrement, il n'y a pas trop de raison à ça, si ce n'est un entourage familial qui souhaitait, tu vois, que je m'oriente un peu là-dedans. Mais moi, un peu naïve, je n'ai pas trop cherché à comprendre. Et donc, très bonne ambiance en prépa. J'ai adoré mes années de prépa, surtout pour l'aspect humain, plus que pour le contenu des études. Mais je me suis fait vraiment de super amis. Ensuite, j'ai intégré donc une école de céramique industrielle, qui est une école historique aussi. Encore une fois, j'ai adoré l'ambiance de l'école d'ingénieur. Par contre, bon, je crois que même si mes enseignants m'écoutent maintenant, voilà, j'ai pas adoré le contenu de la formation. C'est-à-dire que voilà, ça me représentait pas forcément. L'humain, quoi, plus que... Vraiment, le côté ingénierie, c'était parce qu'il fallait le faire, quoi. Mais j'y prenais vraiment aucun plaisir, c'était bon. Tu vois, mais je me dis, voilà, j'étais aussi dans une autre mentalité, hein, faut pas se le cacher. Tu vois, à l'école et en prépa, on te forme quand même à être cadre supérieur, à être un peu ambitieux, à dire, voilà, je veux viser des grosses boîtes, la sécurité de l'emploi, avec tous les avantages, que ça soit financier ou mutuel, tu vois,
mais t'es un peu challengé dans ce cocon aussi où on te, voilà, où même si tu sais pas trop ce que tu vas faire et même si t'aimes pas plus que ça ce que tu fais, t'auras quand même une reconnaissance de la société avec ce statut entre guillemets de cadre. Oui, ça c'est une question justement que je voudrais revenir après avec toi parce que justement le basculement c'est pas toujours évident entre une carrière qui est socialement reconnue, surtout vis-à-vis de ton entourage. Je voudrais que tu reviennes un peu. Enfin, qu'est-ce que font tes parents dans la vie? Est-ce que eux ils sont ingénieurs? Pourquoi tu penses que tu as été poussée à faire ces études d'ingénieur? Enfin, c'est quoi un peu le background que tu avais enfant? Quel type d'enfant tu étais aussi? Alors moi, j'ai été élevée par une maman toute seule, qui est instite, donc enseignante, qui a été, elle, élevée dans une famille de cadres supérieurs. D'accord. Mes oncles sont chirurgiens, mon grand-père était directeur d'usine, et ma mère instite, tu vois, dans cet univers-là. Donc il y a aussi un peu une pression familiale à toujours... Tous mes cousins sont ingénieurs, par exemple. Et mes cousines font médecine, tu vois. Donc, c'est vrai que tu vois, j'ai été très gentille. Moi, je suis la dernière en plus de tous les cousins. Donc, j'ai été très gentille, très discrète. Alors, ça a bien changé depuis. mais c'est vrai, comme enfant, j'étais, tu vois, celle pas qu'on oublie, mais la gentille qui dira oui à tout, quoi. Donc, tu vois, c'est pour ça que je me suis pas tant posé de questions sur l'orientation. J'ai été en prépa là où mes cousins ont fait leur prépa. Alors que je suis pas originaire du coin. Tu vois, c'était l'école, ça a été un peu, voilà, pour le coup, j'ai pris une école que les autres n'ont pas fait, mais bon, tu vois, la logique, on va dire familiale, était quand même là, un peu pour moi. Oui, une certaine pression à faire, à être dans le salariat en fait, et puis à faire un statut socialement reconnu avec la stabilité de l'emploi. Ouais, complètement. Tu vois, d'avoir un métier reconnu, sécuritaire, en CDI. Donc, c'est ce qui s'est passé à la sortie d'école parce que j'ai intégré un grand groupe américain dans ma région en plus. Donc, mais là, justement, le coup a été assez rude parce que c'était à des années-lumière de ce que j'étais au final. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience en fait, que rien n'était comme je l'imaginais à ce moment-là. Et là, du coup, pour ta famille, c'était le rêve, ton premier. Ouais, parce que j'étais avec un salaire mirobolant pour une sortie d'école qui était assez intéressant. J'avais tous les avantages de ce gros groupe. On était pourris. Alors, c'est un gros groupe américain qui possède beaucoup de marques et on était pourris gâtés, que ça soit n'importe qui dans l'entreprise, de cadeaux. Donc, on était vraiment pourri gâté de cadeaux. À Noël, c'était des paniers de 500 € avec des chèques cadeaux à utiliser. Enfin, tu vois, donc c'est sûr que je suis arrivée dans mon premier poste, donc juste à la sortie de mon stage en octobre. 2 mois après, tu reçois 500 € de cadeaux. Pour Noël. Ouais, c'est ça. Quand tu étais étudiante, tu avais 300 € pour vivre. C'est vrai que le choc à 3 mois de différence, tu vois, il est assez impressionnant. Pour ma famille, parce que pour moi je l'ai pas vécu du tout comme ça, tu vois. Pour te dire, c'est un grand groupe américain qui fait en particulier de la lessive, et l'odeur maintenant de la lessive de cette marque-là, je ne la supporte plus, tu vois. C'est même devenu un peu psychologique. Donc c'était quelle entreprise du coup? C'est Procter & Gamble. D'accord. Je sais pas si tu connais, mais je leur fais un Et donc là, tu ressens quoi à ce moment-là, du coup? Moi, en fait, dès le premier jour, alors on dit souvent, oui, le premier jour, il faut s'adapter. Ça a été, mais en fait, le premier jour de boulot, ça a été, mais qu'est-ce que je fais là? Mais clairement, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, tu vois, mais vraiment, à des années-lumière, mais que ça soit dans mon service, mais même quand j'allais découvrir les autres services, c'était vraiment, mais pourquoi je suis là? Enfin, je comprenais pas. J'étais vraiment, le soir, je suis rentrée, j'ai appelé mes parents, enfin ma mère, je lui ai dit, ça me correspond. Enfin, il y a un truc qui colle pas du tout. Je saurais pas te l'expliquer, mais ça ne correspond pas. Alors l'école, c'était intéressant parce qu'il y avait le groupe. Enfin voilà, humainement, c'était génial. Ceux qui ont fait des écoles d'ingénieurs sauront de quoi je parle, mais c'est vrai que c'est une expérience qui est plutôt sympa. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans la réalité du métier, même après les stages, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et
Et ça a été, à la fois, ils se sont dit, oh, mais c'est pas forcément toi, on va dire que c'est l'esprit de la boîte qui te correspond pas. Tu vois, ils l'ont plus interprété comme ça, parce qu'au fur et à mesure des semaines, tous les jours, j'ai été là, mais qu'est-ce que je fais là? Ta famille, du coup, ta famille a interprété ça? Ouais, vraiment en disant, bon, oh là là, bon, tant pis, c'est pas cette, bon, enfin, tant pis. Ils ont été assez sympas sur cette période-là, en disant, bon, voilà, c'est peut-être la boîte qui correspond pas, quoi. Parce que c'est vrai que ils ont une manière de fonctionner un peu particulière, donc voilà, est-ce que c'est la boîte qui correspond pas? Pour eux, c'était ça, en tout cas, à cette époque. Du coup, qu'est-ce que tu décides à ce moment-là, au fur et à mesure des semaines? En fait, j'ai été jusqu'au bout de ma période d'essai, tu vois, mais à la fin de la période d'essai, je dis c'est bon, au revoir, ça, c'est pas bon pour moi, quoi. En parallèle de ça, étant convaincue un peu par ma famille que c'est plutôt l'entreprise qui correspond pas, je suis en fait toujours en bon terme avec la RH du groupe dans lequel j'avais fait mon stage, qui me propose en fait de revenir travailler chez eux. Donc toujours en CDI. Là, on passe d'un groupe américain à un groupe français pure souche. Et donc, je repars en fait tout de suite à la fin de ma période d'essai dans mon ancienne boîte. C'est pas évident après, je pense quand même de démissionner à la fin de ta période d'essai. Comment tu as réussi à te dire bon, bah, c'est bon, j'ai assez vu, parce que souvent on se dit bon, faut faire 1 an dans une boîte, pour le CV c'est important, en plus il nous faut 1 an un peu pour voir. Enfin, je trouve que c'est pas évident de sauter le pas aussi au bout de 4 mois. Bah, en plus, tout le monde me disait, si tu pars avant les 1 an, t'es cramé, en fait. Enfin, tu vois, à l'intérieur de la boîte. Ils disaient, non, mais avant 1 an, c'est ridicule, quoi. Enfin, ça montre sur ton CV que t'as pas été capable de t'adapter. Ça montre, surtout pour un premier poste, faut que tu serres les dents. En plus, on est plusieurs, tu vois, arrivés en même temps, en général. Donc, c'est un peu, entre guillemets, les promos de chaque année. Mais là, même ceux qui étaient avec moi étaient pas forcément hyper heureux, entre guillemets, mais disaient, voilà, faut se faire violence. Ben moi, en fait, je dis non, la vie, elle est courte, se faire violence, c'est pas mon état d'esprit, en fait. Alors, bon, ça, ma mère, mes oncles et tout ça l'ont pas forcément vécu comme ça, mais moi, non, j'ai qu'une vie, entre guillemets, j'ai pas envie de venir m'embêter dans un poste qui me correspond pas, même si c'est le premier, même si ça va pas faire joli sur mon CV. Tu vois, j'ai fait quand même en sorte d'essayer de trouver quelque chose derrière en rappelant un peu mes anciens contacts. Ça a matché, donc ça a rassuré ma famille. La suite les a pas forcément rassurés, mais en tout cas, pour cette première partie, tu vois, ça a été quand même... Ouais, c'est là que tu as eu un peu le premier déclic où tu t'es dit, j'ai pas de temps à perdre. Ouais. Déjà, j'ai pas de temps à perdre, ça me plaît pas, je me fais pas violence. Enfin, tu vois, le deuxième poste était moins bien payé avec moins d'avantages. Mais tu vois, déjà, ça, ce côté-là, alors que pendant l'école, je l'avais quand même eu assez fort en disant, oh, je veux un bon métier, enfin, pas un bon métier, je veux une bonne rémunération, je veux être tranquille, voilà, avoir une mutuelle, avoir enfin, tu vois, être vraiment hyper tranquille financièrement. Mais en fait, ça commençait... après ce premier poste, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment l'essentiel, quoi? D'être malheureux comme ça, enfin, alors là, j'ai cité le nom de l'entreprise, mais enfin, tu vois, même de voir les autres après quelques années, eux se plaisaient peut-être dans cet univers-là, tu vois, mais enfin, en fait, c'était pas la vie que j'aurais voulu avoir. Ouais, ça te faisait pas rêver de voir tes supérieurs, tu te visualisais pas, quoi, ouais. Bah, déjà, je trouve que c'est un premier basculement. C'est la première prise de conscience qu'il faut que tu fasses quelque chose qui te correspond, au-delà du statut social, justement, au-delà de l'argent, au-delà du CV. Tu décides là, à ce moment-là. Complètement. Surtout que, on y reviendra peut-être après, mais donc j'ai enchaîné donc sur ce poste encore une fois d'ingénieur. Donc j'étais ingénieur développement innovation dans un grand groupe de céramique, hein, donc c'est vrai que c'était en lien avec ma formation, contrairement au premier tu vois, ma famille me disait, ah, mais c'est la chimie, toi t'es céramiste, t'es pas chimique, donc c'est peut-être ça qui va pas, tu vois, retourne en céramique. Bah, tu vois, pourtant le deuxième groupe en céramique, j'y suis restée plus longtemps. Je garde toujours de l'affection pour cette entreprise, donc c'est Saint-Gobain, mais c'est vrai qu'encore une fois, voilà, c'était pas fait pour moi. Donc là,
même chose, tu te sens pas à ta place. Donc là, tu restes combien de temps du coup? Alors là, j'y reste un peu plus longtemps, j'y reste 1 an et demi. Parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup, tu vois, je suis assez fidèle aux entreprises dans lesquelles je suis restée. Même Procter, même si je suis pas, tu vois, les gens qui y sont, enfin voilà, j'ai du respect pour eux. Saint-Gobain, c'est encore différent parce que là, pour le coup, j'avais fait mon stage chez eux, ça s'était super bien passé. Humainement, j'avais rencontré vraiment des gens super sympas. Enfin, donc là, tu vois, c'est encore différent. Humainement, ça s'est bien passé, donc voilà, j'y suis restée plus longtemps. Après, sur le fond de la mission, voilà, c'était loin d'être ce qui me correspondait. Et le matin, encore une fois, j'allais pas toute joyeuse au travail, même si c'était pour rencontrer des gens sympas. Voilà, quoi, tu vois, faire ça, même 10 ans de ma vie, tu vois, rien que d'y penser, c'était la catastrophe. Et du coup, comment tu as eu le déclic de partir au bout de combien de temps? Pourquoi? Bah en fait, donc là, on revient un peu en arrière. Quand j'étais à l'école, donc en 3e année, en 2e année d'école, pendant mon stage donc en Allemagne, j'ai découvert une façon de procéder pour les locations de robes, en fait pour les galas d'école. Donc les jeunes filles qui étaient en stage avec moi, qui étaient allemandes, avaient leur gala d'école et en fait il y a un système en Allemagne qui fait que les jeunes filles peuvent louer les robes pour leur gala d'école. Alors nous, en France, il y a beaucoup de galas aussi dans les écoles d'ingénieurs et de commerce, sauf qu'on doit se débrouiller à acheter nos robes nous-mêmes, il n'y avait pas ce système. Donc en fait, quand j'étais en 3e année d'école, j'ai mis en place, pour le gala de mon école, ce système de location de robes de soirée. Et c'est vrai que c'était assez sympa, ça avait bien marché pour ma promo, donc c'est vrai que cette idée-là m'était un peu restée en tête, tu vois. Comment ça se passait? C'était un service, enfin, tu avais une entreprise ou c'était juste un service? Comment c'était structuré ça quand tu l'as mis en place? Alors, en fait, légalement, bon, je t'avoue que là, légalement, j'étais pas, tu vois, quand t'es étudiant, tu fais les trucs. Ouais. On l'avait fait passer sur la sauce du gala de l'école. Donc, c'était l'association qui organisait cette location Bah là, exceptionnellement, tu vois. D'accord. Les robes, comment ça s'organisait? Bon, ça s'est structuré par la suite, je l'expliquerai, mais en fait, on arrivait avec une centaine de robes d'occasion, tu vois, et les jeunes filles pouvaient louer la robe pour la soirée. Donc, les essayer dans l'école, tu vois, on prenait une salle de l'école, une salle de cours qu'on aménageait un peu en magasin avec un petit coin d'essayage, miroir, tu vois, pour essayer les robes. Mais ça, du coup, quand tu le vois en Allemagne, tu te dis tout de suite, il faut que j'amène ça dans mon école, ou comment ça se fait son chemin J'étais déjà responsable en fait des partenariats du gala, donc je me dis c'est quand même dommage parce que nous on dépense des fortunes pour acheter une robe qu'on va mettre un soir, quoi, tu vois. On veut tout avoir la plus belle, voilà, machin. Quand tu es étudiant, que tu as un budget de 300-400 euros, qu'il faut acheter une robe 150 euros, c'est juste compliqué, quoi. Donc, je me suis dit, moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça en France pour moi. Tu vois, déjà, j'ai pensé à moi, cliente cible, entre guillemets. Je me dis, mes copines, franchement, ça leur plairait à mort aussi. Et je me suis tu vois, en fait, alors ça, c'est une particularité de ce que je suis, c'est j'ai eu l'idée, en fait, directement, j'y vais. Je me pose même pas la question. Je me suis dit, je vais faire la même chose pour notre gala. Et comment tu fais du coup parce que au début tu te dis combien de robes, quelle taille, où les trouver, enfin où les stocker, tu vois, c'est quand même en fait, comment tu fais? Alors là, c'est vraiment de la débrouille. Clairement, là, cette année-là, ça a été les filles de ma promo, elles sont à peu près minces, comme ça, hop, je vais prendre un peu de robe, ce que je trouve aussi. C'est-à-dire que là, je travaille, je fais des espèces de partenariats avec Emmaüs qui me sélectionne des robes, qu'on va au pressing pour laver. On fait vraiment de la seconde main des années d'avant où elles vont pas revenir, elles donnent des robes. Là, on fait vraiment, vraiment pour le coup de la débrouille, quoi. Donc, on les stocke où? Dans un coin, à l'école, dans les appartes. Comment on s'organise? En fait, les filles viendront un jour donné chercher les robes. 3 jours après le gala, elles viendront les redonner. Tu vois? T'avais combien de robes? Une petite centaine. Ah ouais, quand même. Parce que moi, ma vision des écoles d'ingénieurs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de filles. C'est beaucoup un milieu masculin. Du coup, ça me paraît dingue de lancer un business pour les femmes en école d'ingénieurs. Tu vois, au début, ça paraît
Ah, ben, si, il y a des filles. Si, nous, on était 50-50. Hein. 50% de filles, 50% de garçons. À ce moment-là, ça marche super bien. Du coup, c'est quoi les réactions des filles de ton école? Elles me connaissent, en fait. Donc, elles disent, oh, ça y est, Lucie, elle nous a encore trouvé un truc. Enfin, tu vois, en fait, j'ai toujours eu ce type de réaction. Quand j'étais petite, tu vois, je faisais le potager de mes grands-parents pour aller vendre leurs légumes à tous les voisins du quartier. Donc, je me faisais étriper par mes grands-parents. Mais moi, j'étais trop contente parce qu'en plus, je te vendais ça genre 20 centimes, tu vois. Enfin, donc, moi, j'étais trop contente parce que j'avais 10 francs, quoi, tu vois. Donc, en fait, plein de choses comme ça. J'avais fait une boutique de coquillages quand je partais en vacances. Enfin, que des trucs vraiment un peu loufoques. Et donc, pendant l'école, bah, bien sûr, ça n'a pas loupé. Hein. J'ai eu des idées un peu farfelues et j'ai tenté de faire deux, trois ventes de machins pour organiser aussi des tombolas, pour faire des voyages payés par les gens dans la rue à Limoges. Tu vois, c'était assez loufoque. Donc, quand je suis arrivée avec ce projet-là en disant, bah, je vais vous louer des robes pour le gala, vous payez moins cher, mais regardez, elles sont super, elles sont propres, elles viennent du pressing, qu'en fait, les robes étaient nickel et que sur elles, ça tombait super bien. Elle disait, oh, bah, en fait, cool. Lucie, elle est un peu farfelue, mais au final, nickel son truc, ça va me dépanner. Et puis, je vais payer 10 € au lieu de 150, quoi. Donc, ouais. Tu vois. Et donc, du coup, au moment où tu démissionnes de ton deuxième CDI, donc tu repenses à ce projet-là? Non, en fait, juste avant, j'ai un déclic parce que j'ai le gala de mon école. Donc, 2 ans après, j'ai quitté... Oui, c'est ça, 2 ans après, j'ai quitté l'école depuis 2 ans, qui me rappelle en me disant « Oh là là, vous faites pas encore les robes, elles sont où? Parce que ça pourrait dépanner. » Je dis « Mais c'est vrai, mais en plus, j'en avais chez moi encore, tu vois, je me balade, j'ai encore maintenant une valise de robes que j'avais mis dans un coin, tu vois, de mon appart. Je dis « Mais c'est vrai. » Et en fait, ça a fait un petit cheminement. Je suivais déjà tout l'univers, tu vois, des blogs, et je me dis « Mais c'est vrai que ce truc-là... » Puis je dis, bah attendez, je vais venir à Limoges vous refaire, tu vois, alors que j'étais encore salariée. Hein. Je dis, je vais venir à Limoges un samedi, on ouvre les salles et puis on fait le même système. Je viens avec ce que j'ai de robe, j'essaye de vous en retrouver d'autres d'ici là. Puis en fait, j'y retourne. Puis là, je me dis, c'est trop génial, quoi, en fait. Enfin, je m'éclate vraiment à refaire ça. Donc, on passe le gala, on fait le système toujours avec le gala de l'école, enfin, tu vois, la sauce. Bon, je me dis, c'est quand même dommage. Tu vois, je tâtonne. C'est vrai que je contacte une école dans une grosse école d'ingénieur qui est à côté de chez moi. Et là, pour le coup, il y avait beaucoup de filles. C'est une école, ils sont hyper nombreux, beaucoup de filles. Et là, ils me disent, ah, mais c'est génial, super idée. Je dis, ah non, c'est pas vrai, tu vois. Je recontacte une autre école, tu vois, je fais un peu comme ça de la prospection, mais un peu à l'aveugle. Ils me disent, ah ouais, super, on pourrait organiser ça. Tu vois, bon, bah, je me dis, c'est quand même fou. Enfin, voilà, les 2 écoles que je contacte, ça les intéresse. En plus, c'est à côté de chez moi. Ça veut dire qu'en termes de déplacement, pourquoi pas? Alors, je me renseigne aussi sur le statut d'auto-entrepreneur à l'époque. Donc, parce que, tu vois, je me dis, voilà, je suis un peu très... Autant j'ai plein d'idées, autant j'aime bien que ça soit quand même carré et qu'au niveau de la législation, je sois le plus trop nickel possible. Ouais. Tu vois, donc je me suis dit, là, pour le coup, si je commence à faire la prestation, faut que j'ai un statut juridique. Donc, en parallèle, hein, toujours mon CDI, même si j'en informe un petit peu en disant, voilà, je vais ouvrir en parallèle un service de location de robes. Ils me disent, oui, Lucie, c'est bien, fais comme tu veux, ça te passera. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont été plutôt sympas. Et donc, je prends un statut d'auto-entrepreneur et je fais là les 2 écoles et ça marche, mais du feu de Dieu. Franchement, alors en termes d'organisation, c'est toujours un peu loufoque, hein, c'est-à-dire que j'ai 3 portants avec 250 robes dans mon salon. Je développe un peu le côté accessoire aussi parce que je sens que j'ai eu cette demande sur Limoges, donc dans mon ancienne école, où si tu as 2-3 colliers, tout ça, même en vente, ça nous intéresse. Donc je développe un peu ça aussi. Je fais des petits flyers artisanaux, tu sais, imprimés, enfin bon, je te dis pas. Et donc là, ça devient une marque. Ouais, et ça devient donc les petites robes, et surtout, ça a marché, quoi. Enfin, ça marche dans ces 2 écoles. Je me dis, franchement, et ces 2 journées-là, je m'éclate. Tu vois, franchement, j'adore. Donc, je me suis dit, bon, voilà, on compare vite fait. Bon, bah, je vais tenter ça. Et en fait, donc là, je pose pas une démission. En fait, je vois avec mon entreprise pour faire une rupture conventionnelle.
Ouais, pour avoir le chômage. C'est ça. Et l'indemnité de départ. Et pour bénéficier donc davantage quand on est au chômage pour la création d'entreprise, notamment l'ACRE en France. Donc ça me permet de bénéficier de ça tout en développant ma création d'entreprise. Tu peux expliquer ce que c'est l'ACRE pour les auditeurs ? Alors l'ACRE, c'est un outil, un dispositif de l'État qui permet en fait d'avoir une réduction d'impôts, de charges pendant. Alors là, cette année, ça a un peu changé, donc je ne veux pas dire vraiment de bêtises, mais sur plusieurs trimestres, ça vous permet de diminuer drastiquement vos charges. Je mettrai un petit lien du coup dans le détail de l'épisode pour l'ACRE si ça peut aider. Et donc, du coup, toi, tu as fait comment pour financer l'achat de tes robes ? Parce que là, ça commence à se structurer. Comment tu as fait pour faire ton logo, un peu les flyers alors là, c'est encore un conseil que j'aurais pour la suite, mais j'ai tout fait moi-même. C'est-à-dire que les robes, c'est du fond perso. Clairement, tu vois, c'était vraiment un projet toute seule. J'avais pas beaucoup de notions en gestion, qu'on se le dise à l'époque. J'avais pas ce regard sur ce qu'est la création d'entreprise. Donc, pour le coup, j'ai tout fait toute seule. Combien ça t'a coûté à peu près ? Peut-être 2 000 €. Ah ouais. Donc, pas beaucoup au final. C'était des robes d'occasion et j'avais des partenariats. J'ai essayé de faire un maximum de partenariats avec des associations de seconde main, tu vois, des choses comme ça, ou pas mal de dégriffés de grandes marques. Donc, tu as toujours fait tout toute seule ? Au début, ouais, vraiment toute seule. Après, j'ai un peu développé pour avoir d'autres secteurs, tu vois. Donc, moi, je suis dans le Nord. Donc, je ciblais... moi, je travaillais beaucoup sur Reims, donc toute la région Picarde, le Nord, Pas-de-Calais, donc avec Lille. Pas mal Rouen aussi. Historiquement, j'allais dans mon école, donc à Limoges. Mais j'avais j'avais pris quelqu'un sur le sud, donc pour Bordeaux-Toulouse. C'était quelqu'un à plein temps qui faisait avec toi C'était pas à plein temps, c'était à mi-temps. Parce que ça nécessitait pas d'être... Tu vois, c'était une grosse journée. Comme j'organisais vraiment tout ce qui était logistique, tout ce qui était... la personne n'avait en fait qu'à gérer la partie présentation physique. D'accord. Tu vois. Et avait un stock de robes à dispo aussi. Et donc là, tu dis que tu as fait tout toute seule. Comment tu t'es formée ? J'ai pas suivi de formation. À un moment, je voulais faire en parallèle quelque chose, mais... Tu peux nous donner les livres pour, si jamais les auditeurs veulent se former, ton top de livres préférés ? Ça dépend. Tout ce qui est un peu mindset, développement personnel, je crois que tu en as lu quelques-uns. Cet été, tu as la semaine de 4 heures. Que j'avais pas mal aimé pour te redonner quelques orientations en termes d'organisation. Après, moi, c'était beaucoup de livres, tout ce qui est les boîtes à outils. Tu sais, la collection boîte à outils, je sais pas si tu connais, c'était vraiment pas mal parce que tu as plusieurs sujets. Tu as le juridique, tu as le marketing, tu as le côté financier. Ils ont plein de livres sur tous les thématiques, sur tous les thèmes de l'entrepreneuriat. Même la micro-entreprise, ça s'appelle La boîte à outils, c'est une série. Ok, je mettrai un petit lien dans l'épisode, comme ça fait un peu des idées. Et comment tu te sens, toi, à ce moment-là ? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat tel que tu le rêvais ? Ça y est, tu te dis, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je suis exactement là où je dois être je me dis, ça me correspond vachement, l'entrepreneuriat. C'est exactement ce qu'il me faut, ce que j'aime. Tu vois, développer des projets. Mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que je suis seule. Et ça, bizarrement, je sentais que c'était pas normal, tu vois. Alors, c'est pas normal. Si, parce que quand tu montes ta boîte, tu te sens vraiment... t'es seule. T'es seule. Il faut essayer de combattre ça, mais tu te sens seule. C'est toi qui es, surtout dans la micro-entreprise, c'est toi qui fais tes factures, qui réfléchis tout le temps sur le projet. C'est toi qui es... Même par rapport à ton entourage, tu es tout le temps dedans. Tu réfléchis énormément à ton site internet, à ton logo, à ta communication. Tu es vraiment dans ton monde aussi. Et souvent seule. Donc ça, c'est un peu un souci. Et le deuxième souci, c'est la formation. Moi, j'avais des gros manques quand même, tu vois, en gestion. Même si c'était des trucs, je lisais beaucoup, j'apprenais beaucoup, j'avais du mal à me définir comme une experte. Tu vois, j'étais encore très hésitante sur le fait d'être une vraie entrepreneuse experte du sujet, quoi. Ça, tu penses que c'était réel ou est-ce que c'était toi qui avais un manque de légitimité, qui assumais pas trop
je pense que c'était un peu réel parce que j'avais tendance à être enfin tu vois, j'étais ambitieuse sans l'être, tu vois, j'étais encore jeune quand j'ai créé quand même, j'avais 23-24 ans. Alors maintenant tu me diras, il y a des filles qui, bon j'ai que 30 ans mais qui s'en sortent très bien à 23-24 ans, mais j'étais encore, en termes de personnalité, j'étais encore très, voilà, la famille, parce qu'on n'a pas parlé de cet épisode là, mais alors la famille, quand il a fallu quitter un poste d'ingénieur pour lancer dans un truc de petite robe, wouhou, tu vois, service à des écoles d'ingénieurs. Alors autant ma mère, elle s'est dit ça va lui passer, de toute façon elle a réussi à trouver 2 boulots, si ça va pas elle en trouvera un autre, essayer de se rassurer, tu vois. Alors que par contre, par exemple mes grands-parents, ça a été mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle est chômeuse, oh là là une chômeuse, tu vois, enfin ça a été assez compliqué. Le côté, enfin chômage, ça les a traumatisés parce qu'eux ne voyaient pas que je créais une entreprise, ils voyaient que j'étais au chômage. Oui, alors, parce que tu n'étais plus salarié, donc qui est la norme. Qui est la norme. Et ça devait... tu vois. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai été vraiment chômeuse pour eux, c'était leur obsession. Et ça, c'était la honte pour eux, intergalactique. Comment tu te sens du coup à ce moment-là? Parce que tu regrettes, t'hésites à retourner Non, pas du tout. Franchement, ça me fait mal au cœur parce que je me sens encore plus seule, tu vois, entre guillemets. À l'époque, j'étais mariée avec un enseignant, un prof, qui lui, en plus, était dans une... Enfin, voilà, enseignant, sécurité de l'emploi, entre guillemets, c'est des gens qui ont des carrières, quand ils commencent, en général, ils savent comment ils vont finir. Sauf, voilà, échelon, tout ça. Mais, donc, lui-même, tu vois, il m'avait connu ingénieur, il comprenait pas trop ce qui m'était passé par la tête à ce moment-là, ça l'a vachement déstabilisé. Ce côté remise en question dans mes 2 postes d'ingénieur, il s'est dit mais elle pète un plomb en fait, qu'est-ce qui lui arrive? Alors que j'avais envie de lui dire non mais en fait c'est ça le vrai moi, tu vois, c'est pas en fait c'était juste un écran de fumée que j'avais parce que j'étais un peu formatée par l'école, par tout ça, mais en fait le vrai moi c'est ce que tu vois maintenant, tu vois. C'est pour ça que je dis ex-mari d'ailleurs, tu auras compris, mais voilà, donc tant pis. Non, c'est sûr que quand tu décides de changer de vie, bah, ça impacte l'entourage et puis ta personnalité, c'est une leçon de vie, donc tu deviens toi-même. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'était difficile parce que j'étais seule. Mais tu vois, même encore en y repensant, cette période-là de chômage entrepreneurial, bah en fait, c'était hyper bien, quoi. Enfin, alors, parce que j'étais à fond sur le projet, j'avançais à mon rythme. Pourtant, je bougeais énormément, je faisais beaucoup de choses. Mais c'est vrai que pour l'entourage, c'était pas hyper bien. En plus, les gens pensent que quand tu es entrepreneur et que tu es en parallèle au chômage, en fait, tu fais rien de tes journées, tu vois. Donc, le nombre de remarques sur ah on peut aller faire ça aujourd'hui, ou tu peux venir m'aider à faire, ma mère par exemple, tu peux venir m'aider à faire mon jardin, machin. Non, parce que j'ai des rendez-vous avec des clients. Lucie, t'es au chômage, t'as bien du temps. Non, en fait, je te jure que j'ai des... Et ça, impossible de le comprendre. Mais non, mais tu fais rien, t'es chez toi, donc... Mais je suis chez moi, mais je travaille sur mon ordinateur, je travaille au téléphone, j'essaie de fixer des rendez-vous, je dois répondre, je dois renvoyer des robes. Mais tu vois, c'est des notions qu'ils avaient du mal à comprendre. Ouais, je comprends très bien. Ça, c'est pas évident parce que la norme sociale, c'est vraiment le CDI, le salariat. Et quand tu es à l'école, justement, on te pousse à faire la prépa pour être après 4 sup. Donc, c'est vrai que c'est déstabilisant pour tout le monde parce que tu es un peu la seule qui va dire tout haut, qui va remettre en question la norme sociale presque. Mais en vrai, tu vois, quand j'en ai reparlé avec des anciens de mon école, nombre sont ceux, enfin, il y en a beaucoup qui ont juste cette envie de dire « Ah ouais, j'aimerais, moi aussi j'ai ça comme idée », mais tu vois, encore une fois, la peur. Alors qu'en France, il y a quand même beaucoup de sécurité, tu vois, pour pouvoir se lancer entre le chômage, il y a beaucoup d'aides, enfin, on y reviendra peut-être rapidement, mais il y a quand même un cocon pour lequel on se dit, au pire, même si ça réussit pas, c'est une super expérience et on est quand même entouré, quoi. Enfin, au final, même si on le sent pas tout de suite. Oui, on est entouré aussi avec les reconvertis, en fait. Après, je pense qu'il faut, et c'est l'idée justement du podcast, c'est de former un petit noyau pour s'aider parce que justement, on est très seul à ce moment-là et de se dire entre nous que c'est possible. Donc, ça marche bien ton entreprise et qu'est-ce qui se passe?
Donc, elle se développe franchement super bien. Il y a de plus en plus de clients. Donc, en plus, clients réguliers. Quand je dis clients, c'est donc écoles dans lesquelles on intervient jusqu'à faire une belle entreprise qui fonctionne très bien. Et à un moment donné, je rencontre quelqu'un sur Paris qui me dit que voilà, lui, il développe toute une structure autour de la location de vêtements, mais pas que pour les soirées. Enfin, pas que pour les galas d'école, aussi pour des soirées, sur du luxe, tu vois, et qui me dit, voilà, moi, votre projet m'intéresse, votre carnet d'adresses d'établissement, enfin, tout le lien que vous avez déjà fait avec les établissements m'intéresse énormément. Est-ce qu'il y aurait possibilité de me revendre l'entreprise, en fait, pour que moi, je la développe et que je la transforme un petit peu Et je t'avoue qu'à l'époque, en fait, j'avais développé un peu comme je l'entendais et je me suis dit pourquoi pas. En parallèle de ça, quelques mois avant, j'ai postulé, en fait, au poste où je suis actuellement. Donc, je trouve une annonce qui me dit, qui propose un poste pour un nouveau programme du ministère de l'Enseignement supérieur qui aide les étudiants à la création d'entreprises. Moi, je me suis dit ça, j'adorerais. Tu vois, quand j'étais étudiante, il y aurait quelqu'un qui serait venu dans mon école en disant l'entrepreneuriat c'est possible, mais j'aurais signé tout de suite, tu vois. J'aurais tellement voulu découvrir ce monde-là pendant mes études. Je me suis dit, il faut absolument que j'essaye de faire passer ce message-là aux autres étudiants de mon territoire. Et en fait, c'est à ce moment-là, donc ils m'ont pris donc à l'université donc pour gérer la Picardie. En tant que coordinatrice régionale donc, de ce programme qui s'appelle Pépite. Et là, franchement, je découvre, en plus de l'entrepreneuriat, tout un système de réseau, tout un système de structure autour de l'entrepreneuriat. Et je me dis, waouh, j'adore aussi cet univers-là, quoi. L'univers de l'accompagnement de la création d'entreprise, c'est vraiment génial. Donc, le moment où l'entreprise est rachetée, en fait, je me dis, c'est peut-être un signe. Voilà, tu as d'autres idées, tu as d'autres projets, tu as découvert d'autres univers. Tu as besoin, là, en plus, parce qu'en étant à l'université, tu as possibilité de te former en parallèle sur les techniques. Donc, je me dis, allez, c'est parti. Donc, j'ai vendu l'entreprise. T'es pas triste? T'étais pas triste à ce moment-là, un peu? C'est un peu ton bébé Non, pas du tout, tu vois. Alors, c'est là où je me suis dit, c'est le bon moment. Parce que si je suis pas triste, tu vois, ça a été un peu une première découverte. Ça m'a permis de me sortir de cet univers que je n'aimais pas et qui ne me correspondait pas. En fait, tu vois, c'est un peu la période entre... Il y a des choses qui arriveront dans l'avenir qui ne feront que renforcer, en fait, cette affection que j'ai pour cette expérience. Mais c'était pas l'expérience finale, en fait, tu vois, un peu. Ouais, je comprends. Ça t'a aidé à devenir toi-même, en fait. Ouais, à passer ce cap de dire, en fait... L'ingénierie, au revoir, c'est pas moi, même si j'ai un joli diplôme que ma mère a affiché dans le salon, mais qui ne me sert plus à rien. Tu l'as vendu combien ton entreprise? Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah ouais, incroyable. En combien de temps? Parce que du coup, tu avais mis 2 000 € à la base, donc t'as été en combien de temps En 2 ans et demi. Ah ouais, c'est incroyable. Et là, du coup, à ce moment-là, c'est ta revanche sur ta famille. Ils se disent, ah ouais, en fait, elle n'était pas juste chômeuse. Mais en fait, ils sont toujours dans cette... Enfin, ils sont toujours... Je suis un peu toujours l'électron, tu vois, original. Mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, ils m'envient. Tu vois, quand ils sont là un peu tous. Ah, bah moi, j'ai un patron, gna gna. Alors, même si là, je suis salariée actuellement, à nouveau. Mais c'est pas du tout la même philosophie. Tu vois, moi, je suis beaucoup dans... Enfin, encore une fois, dans des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux... de chefs d'entreprise, c'est pas la même chose qu'entrepreneur, des réseaux d'accompagnants à la création d'entreprises, des réseaux politiques, parce que les territoires, les politiques sont importants aussi pour le développement à la création d'entreprises. Tu vois, moi je suis là, je suis quand même en disant, moi ça va. Oui, finalement c'est le bon mix parce que tu as le côté entrepreneurial et en même temps tu as le côté social qui te manquait, humain. Et je voudrais te demander par rapport à quand tu es dans ton CDI, que tu te sens pas bien, et là tu repenses un peu à ce que tu as fait, tu fais une sorte de bilan de compétences, qui n'est pas forcément évident à faire parce que soi-même, on a parfois du mal à savoir là où on est bon ou pas. Quel conseil tu donnerais aux auditeurs pour qu'ils puissent arriver un peu à ce bilan-là, à prendre du recul sur leurs points forts, leurs points faibles? En fait,
j'ai envie de dire, dès lors que tu sens qu'il y a un mal-être, tu vois, pour moi, c'est un signe qu'il ne faut pas ignorer. C'est un signe. Dans la société, on est trop souvent en train de dire prends sur toi, c'est passager. Tu vois, une dépression, bah ça va passer. Faut te soigner. Moi, j'ai pas fait forcément de dépression, mais tu vois, c'est beaucoup un truc de la société de dire prends du recul, prends sur toi. Mais à un moment, si tu vois, même quand on dit même ça marche pour les couples, hein, tu vois, tout bêtement, si tu sens sur le long terme qu'il y a un truc qui fait que ça colle plus, c'est que ça colle plus en fait, tu vois. Donc, c'est un peu horrible et c'est dur de se faire à cette réalité. Mais si tu sens qu'il y a un mal-être dans ton travail ou qu'il y a un truc qui ne te correspond pas, mais je suis navrée, mais il faut pas insister. Faut vraiment essayer de comprendre et de faire un petit questionnement sur qu'est-ce qui a fait à quel moment tu es heureux, dans quel univers. Tu vois, ces questions un peu fondamentales en fait. Ouais, essayer de retrouver des moments où tu es heureux, où tu te sens bien, où tu as l'impression que tu es bon aussi, parce que toi, tu as vu pas mal de retours. Complètement. Tu vois, où tu t'es senti à un moment, là, j'étais valorisée. Et alors, pour toi, c'est quoi une reconversion réussie? En fait, tout bêtement, c'est de se redire, je me lève le matin, c'est cool, en fait, tu vois. Du coup, je mettrai en lien dans l'épisode toutes tes recommandations pour le financement, les structures pépites, l'ACRE. Tu me donneras tout ça, comme ça, je mettrai tout pour les auditeurs. Et vraiment, un grand merci, Lucie. Donc, vraiment d'avoir accepté mon invitation. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir entendu ton parcours. Je trouve vraiment hyper inspirant cette reconversion si jeune. Avec plaisir, Carly. Et à bientôt. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail de l'épisode. Aussi, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook du podcast pour recevoir des conseils et une dose de motivation supplémentaire. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités ou me faire un feedback, n'hésitez pas à le faire. J'adore répondre et j'essaie d'être super active sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et YouTube sous le pseudo Claire Virose. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte. C'est si vous pouvez me laisser une note 5 étoiles ou en parler autour de vous ou que vous laissiez un avis sur Apple Podcast. Pourquoi ? Parce que c'est sur Apple Podcast qu'il y a le plus d'écoute et donner des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup, merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que l'épisode vous a plu.